Decathlon vient de publier ses résultats, 16,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un résultat net en hausse de 16%. Après une année 2024 difficile, personne ne voit que Decathlon est probablement la transformation marketing la plus sous-estimée de France depuis 50 ans. Oui, j'ose le dire, depuis 50 ans. C'est ce qu'on va voir en détail aujourd'hui. Tu me connais si tu suis Singularity Marketing depuis quelques mois. J'aime bien traiter des sujets qui sont pas forcément les tartes à la crème, les trucs qu'on voit partout. Je pense que c'est un peu l'écueil qu'on peut retrouver pas mal sur YouTube aussi, c'est que, ou même sur LinkedIn ou sur les sites de créa de contenu, c'est qu'on se partage un peu les exemples et les inspirations. J'ai voulu parler d'autre chose, alors pas d'une marque qui est fondamentalement inconnue et qui part de zéro ou qui a changé quelque chose avec une révélation incroyable, mais plutôt euh, de quelque chose qui fait en fait presque partie d'à peu près tout le monde en France, enfin, dans une certaine mesure, en tout cas de 95% des Français, qui est Decathlon. Une marque connue, avec un historique profond, qui est pas quelque chose qui soit duplicable et réplicable à peu près partout, parce qu'il faut cette profondeur historique, cette profondeur de marque, cet ancrage auprès des Français dans l'esprit et dans le peut-être même dans le placard de certains Français. Mais j'ai voulu en parler parce que je pense que c'est une histoire qu'on raconte peu, et surtout avec les derniers développements, et c'est là-dessus sur lequel je veux revenir. Le premier point en fait qui est important sur ce sujet-là, c'est le point suivant, c'est qu'en fait Decathlon c'est pas un retailer en fait. C'est-à-dire que à l'époque ou même je pense que depuis la création, quand moi j'étais petit, pour moi Decathlon c'était un magasin de sport, pas cher, voilà. Mais en fait de le réduire à ça, c'est comme si on disait que une marque comme Apple c'était en fait juste un fabricant de téléphone. Ce qui est vrai techniquement, mais d'un point de vue stratégique et d'un point de vue marketing, c'est vraiment faux. Bah, pour Decathlon, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, si on l'analyse par le prisme de ce qu'on fait ici sur Singularité Marketing, Decathlon, en fait, c'est une sorte de système marketing intégré verticalement, mais qui se fait passer pour une sorte de distributeur. Alors qu'ils conçoivent, ils fabriquent, avec leurs partenaires, ils brandent, définissent eux-mêmes leur propre marque et donc ils commercialisent leur propre marque. Et puis, bah, ils distribuent ça dans leur propre magasin et puis, bah, ils collectent, voilà, la data client aujourd'hui, etc. Tout ça quasi sans aucun intermédiaire. C'est ça la force du modèle. Les derniers chiffres qui sont sortis là sur l'année dernière, on voit qu'il y a 1,2 milliard de produits vendus, ce qui est énorme. Plus de 800 ingénieurs vendus dans leur propre magasin, 100 000 salariés, 80 pays. Enfin, on est à l'échelle globale, mondiale, et c'est vraiment assez impressionnant. Qu'est-ce que ça m'évoque? Bah, quand tu contrôles toute cette chaîne-là et que tu dépends d'aucune personne pour ton positionnement, bah, tu négocies pas la marge, c'est toi qui es la stratégie. Alors l'histoire de Decathlon à travers ces marques, c'est vachement intéressant parce que c'est des mouvements qui ont eu lieu dans les 2-3 dernières années et le changement et la transformation a été radical. Donc d'où on part en mars 2024, Decathlon avait pas loin de 70 marques propres a priori, des Quechua, des Tribord, Domios, Keepsta, enfin j'en passe, il y a eu Artengo, il y en avait pas mal en fait. C'était assez foisonnant à tel point qu'en fait, alors moi j'étais pas trop client de ces marques-là globalement, mais c'était compliqué de s'y retrouver, je pense, pour les clients et probablement même pour les gens en interne. Donc, leur DG de l'époque, la Barbara Martin Coppola, qui venait de chez Ikea et de chez Google, en fait, je crois que son mandat était vraiment d'essayer de rationaliser ça un maximum, ou en tout cas sa stratégie. Donc, elle est passée de 70 à 9 marques principales et en ajoutant 4 marques un peu expertes, type pour les vélos de route ou ce genre de choses, parce qu'évidemment, il y a des marques pour lesquelles il y a besoin d'avoir un usage et un positionnement très spécifique. Et je crois qu'il y a un de leurs responsables produits qui disait à ce moment-là que même en fait leurs clients, les vendeurs aussi étaient perdus en fait finalement. Bah forcément, quand on a plusieurs dizaines de marques propriétaires propres, je pense que la dispersion elle est importante et que on se retrouve même, je crois, il y avait une anecdote comme quoi ils pouvaient se mettre à commercialiser un même produit sous plusieurs noms. Enfin, ça avait plus aucun sens quoi. Et je pense que c'était dû à l'accumulation de 50 ans, 60 ans d'activité en fait et de rachat et de développement et d'innovation. Et en fait, là où on pouvait se dire que c'était simplement de la simplification logistique et de la rationalisation ou de l'économie d'échelle, je pense pas que ce soit le vrai sujet. C'est qu'en fait, Decathlon, je pense, a pris très au sérieux quelque chose qui est une logique de marque et pas juste une logique de retailer et de distributeur. C'est-à-dire qu'en fait, le retailer, il va se battre sur le prix, sur la dispo de ses produits, sur la marge, enfin, sur tout l'aspect, en fait, logistique. Je crois que là, Decathlon, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est vraiment un combat sur la préférence et sur l'attachement. Et je pense que c'est vachement important d'un point de vue marketing d'avoir ce genre de réflexion-là. Alors, c'est facile, plus facile quand on est Decathlon, ce genre de géant-là, que la société, la PME classique ou la jeune société qui débarque, parce que les enjeux et les challenges sont plus complexes. Mais
Pour Decathlon, dans un monde où en fait tu as un Amazon ou n'importe qui va aller livrer n'importe quel article de sport en 24 heures, bah, être en fait retailer, ça suffit plus à se différencier. C'est commoditisé quelque part. Donc en fait, pour battre ce truc-là, pour battre la livraison en 24 heures, hein, finalement, si je prends cet exemple hyper basique, bah, il faut que les gens te préfèrent avant de comparer les prix. Je pense que c'est une règle de base, une règle d'or du marketing et ce qu'on essaye tous de pousser dans nos métiers. Et c'est exactement ce que Decathlon a compris, de parvenir à générer ça. Et là où ça devient vachement intéressant pour les marketeurs, bah, c'est que ça implique non seulement toute une réflexion marketing, mais ça implique aussi tout ce qui est de l'ordre du pricing. Alors, du côté de Decathlon, c'est marrant parce qu'on pourrait se dire que la stratégie pricing, elle est hyper simple. Decathlon, c'est de l'accessible, du pas cher, du grand public. C'est vrai, mais en fait, je pense que ça, c'est un niveau 1 de réflexion qui est tout à fait logique. Mais en fait, si on regarde un peu plus en profondeur, on se rend compte que quand on achète une veste ou un coupe-vent, j'en sais rien, un Quechua à 30 euros, on peut pas aller le comparer à un North Face à 2, 3, 400 euros en fait. Parce on joue pas dans la même cour, pas pour les mêmes usages et pas pour les mêmes raisons. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, Quechua, finalement, ils ont presque créé leur propre catégorie. C'est de se dire, le matériel de sport de plutôt pas mauvaise qualité, plutôt bien fabriqué, avec quand même un peu d'innovation. Alors moi, je suis pas un expert de ces sujets-là, mais quand même avec des produits qui amènent de la feature ou de l'usage un peu poussé en un certain sens pour un prix raisonnable. Bah ça, en fait, c'est une sorte de pricing power invisible, en fait. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de vendre peu cher, c'est en fait, ou de vendre très cher. C'est de contrôler une sorte de référentiel de comparaison. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se dit randonnée, il me faut du matos pour des randos, il y a de fortes chances chez 90% des gens qu'il y ait une des options sur deux, soit Decathlon ou un dérivé. Et quand on pense à Decathlon, une des marques de Decathlon les plus connues, c'est Quechua. Donc on a un peu cette espèce de double couche ou triple couche de singularité qui se propage. Ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, on le voit dans les résultats. Ils ont plus de 40% de part de marché en France, malgré Intersport qui a racheté GoSport, malgré les Amazon, les Nike en direct ou consumer, etc., etc. Decathlon occupe un positionnement, occupe un endroit qui est hyper spécifique et hyper intéressant pour le consommateur français. Et on le voit d'ailleurs dans les résultats, j'en ai parlé juste avant, mais 2024 a été pas simple avec des résultats en baisse, un résultat net en baisse. Mais là, ils ont vachement rebondi. Le résultat net est à nouveau en augmentation de 16%, l'EBITDA de 21%. Donc, on voit quand même qu'il y a une transformation marketing qui met du temps à payer, hein, parce qu'à l'échelle d'un réseau et d'un groupe comme Decathlon, bah, ça se fait pas en 6 mois. Mais quand elle paye, on peut se rendre compte que c'est assez exponentiel. Alors, qu'est-ce que ça évoque tout ça? Bah, évidemment, tout ce que je viens de raconter là, encore une fois, ça peut pas être duplicable à n'importe quelle société, mais je pense qu'au-delà du positionnement de Decathlon par rapport aux géants internationaux, de la réflexion sur ces axes majeurs, ces assets et les éléments stratégiques dont on a parlé, ça m'évoque 3 leçons marketing qui, là, pour le coup, sont plutôt réplicables à peu près n'importe où, quelle que soit l'échelle. C'est-à-dire que la leçon numéro 1, en fait, c'est que le positionnement n'est jamais le produit. Alors ça, c'est un truc qui est autant valable là sur des articles de sport que sur des vérandas, que sur de la tech. Le positionnement, c'est pas le produit. Decathlon, comme je viens d'expliquer, en fait, ils vendent pas du matériel de sport pas cher. Ils vendent de l'accessibilité au sport avec une touche d'innovation. Évidemment, une touche d'innovation mesurée. On va rester humble là-dessus. Enfin, j'imagine que eux restent humbles, même si je pense que c'est dans leur ADN d'aller chercher un peu cette approche-là. Mais ce truc-là, en fait, c'est pas une gamme de produits. On vend pas une gamme de produits, on vend une forme de conviction. Et même si c'est jamais vraiment explicité par les clients, je pense qu'ils perçoivent ce truc-là. Et en fait, tout leur marketing découle de ça. Le pricing, le branding, toute l'expérience en magasin, le digital, en fait, ils essayent de faire en sorte qu'ensuite tout le reste soit aligné auprès de ce positionnement-là qui est la vision, en fait, qui est la conviction qui est partagée, quoi. Et donc, du coup, en fait, la bottom line pour n'importe qui, pour ça, et c'est ce que moi j'essaie de m'appliquer au quotidien, c'est qu'en fait, si ton positionnement, ça se réduit à décrire ce que tu vends, bah, c'est que t'as pas de positionnement, tu as juste une fiche produit. Deuxième point, c'est l'idée de rationalisation du portefeuille de marque. Alors évidemment, là encore, c'est pas duplicable à toutes les sociétés parce qu'en fait, on a rarement des boîtes qui ont 50 marques, c'est même très rare. Mais je pense que c'est pas rare par rapport aux gammes de produits, par exemple, ou aux gammes de services. On se retrouve parfois souvent avec des sociétés, petites, moyennes, grosses, qui par accumulation, par historique, par achat de sociétés, etc., se mettent à développer en fait des activités connexes ou des produits connexes et on se retrouve avec des gammes, des catégories qui sont hyper riches, hyper denses. C'est très compliqué de retrouver de la cohérence là-dedans.
Et en fait, rationaliser ça, c'est pas juste de la logistique, hein, c'est vraiment un travail de marketing pur. Donc, le fait que Decathlon soit passé de 70 à 9 marques, c'est un acte de clarté en soi. C'est en fait de décider ce que tu veux que le marché retienne de toi, tout simplement. Là où beaucoup d'entreprises font l'inverse. On va aller ajouter des messages, des offres, des marques, des sous-marques, des catégories parce qu'on se dit ça me génère de nouvelles opportunités, des nouveaux réseaux, des nouveaux créneaux. Et je pense que l'erreur, elle vient de là très souvent. Et bah, après, il est sûr qu'avoir un positionnement clair par rapport au point d'avant, quand on fait ça, c'est toujours plus compliqué dans l'esprit de ses clients ou de ses prospects. Donc l'idée, c'est de se dire comment je peux faire avec moins de messages, mais gagner plus de puissance par message. C'est vraiment ça l'approche de la concentration. Et le troisième point, alors c'est un point qui est complexe parce qu'en tant que leader marketing, responsable marketing, on a du mal à le faire accepter aux dirigeants, on a du mal à le faire accepter à des responsables commerciaux, mais en fait, le pricing power d'une société, ça se construit pas par la politique tarifaire, ça se construit vraiment par le branding, par la marque, ou en tout cas la brand equity, comme on dit. C'est-à-dire que, euh, je reprends Quechua dont je parlais tout à l'heure. Bah, parce qu'en fait, Quechua, on peut le comparer à personne d'autre ou à aucune autre marque, parce qu'en fait, il a derrière elle, cette marque, 50 ans de marketing qu'on crée une sorte de catégorie mentale, en fait, pour les clients. Le prix, à cette aune-là, le prix, c'est pas seulement un levier financier, c'est juste le résultat direct de la stratégie de marque. Et la bottom line de ça, c'est qu'en fait, chaque euro investi dans cette partie de la brand-là, mais d'un point de vue stratégique, pas d'un point de vue cosmétique, ça réduit ta dépendance au prix. Et le dernier signal qui est hyper important pour les CMO, c'est que et les responsables leaders marketing, c'est que la DG qui a lancé cette transformation chez Decathlon, bah, venait elle-même du marketing en fait. Elle avait fait Google, Samsung, YouTube, elle a été CDO d'IKEA. C'est pas un hasard en fait si la plus grosse transformation de Decathlon en 50 ans, elle a été portée par un profil marketing. Pour moi, c'est pas un hasard. Ce que j'y vois et ce que j'essaye de porter aussi dans la manière de travailler et ce qu'on peut porter au quotidien dans n'importe quelle boîte, c'est qu'en fait, le marketing, c'est pas juste de la distribution ou de la création d'assets. C'est que quand le marketing pilote aussi une partie de la stratégie, c'est là que ça peut donner encore plus de chances à l'entreprise de changer de dimension. Alors, Decathlon fête ses 50 ans cette année, il me semble. D'ailleurs, j'ai monté cette vidéo, enfin, j'ai réalisé cette vidéo un peu par hasard. C'était pas du tout prévu, mais c'est en creusant le sujet que je suis tombé là-dessus. Ce qui est intéressant sur ces 50 ans, c'est qu'en gros, on se rend compte que la plupart des boîtes changent de stratégie marketing tous les 18 mois et se demandent pourquoi ça tient pas. Dès qu'il y a un coup de vent, dès qu'il y a quelque chose qui marche pas exactement comme on le souhaitait, ben en fait, il y a une inflexion et on essaie de prendre un virage profond. Bah, je trouve que la leçon de Decathlon, c'est qu'en fait, il suffit de faire le bon virage avec intention et avec une idée profonde en 50 ans pour qu'on redessine un petit peu le futur et l'avenir de la société. Alors, on ne sait pas où ils seront à nouveau dans 50 ans, mais je trouve que c'est une leçon très importante où on est beaucoup à attendre du court-termisme dans la manière de poser les stratégies et le positionnement d'une société et comment on peut construire le socle de ce qui va arriver demain. Je pense que quand on le fait de manière précise, ça marche. Et surtout, ce qui marche et ce qui peut être intéressant, c'est en fait pas seulement la conviction qu'on y met, parce que je suis convaincu, tout le monde était convaincu à l'intérieur de Decathlon, c'est plutôt la manière de l'exécuter, c'est d'avoir pris le biais de se dire, il y a des assets qu'on gère mal, il va falloir qu'on les reconcentre pour mieux se redéployer et être compétitif pour la suite. Et en fait, la bottom line de tout ça, c'est que c'est ça la singularité marketing au final. C'est pas forcément un coup de génie ou une idée incroyable, c'est juste de retrouver de la cohérence qui, accumulée avec le reste, crée un effet d'impact démultiplié.